Elle aussi parle de l'adolescence et du désir lesbien dans ses films. C'est Céline Sciamma. Moi, j'ai grandi dans les années 80, donc c'est vraiment aussi le moment du Collaro Show, Cocorico Cowboy. Donc il y a la Plémette du samedi soir. Tous les samedis soirs, il y a une femme qui se déshabille en direct avant le journal de 20h devant la France, et on voit les adultes qui regardent ça. Après, toute cette culture, elle a vraiment dérivé vers des univers sexistes terribles, des univers sexistes et racistes. On a démarré en Sesame Street avec le service public, et on a terminé la décennie des années 90 en full capitalisme. Toute la sitcom française qui vraiment était super hétéropatriarcale, qui vraiment était blanche, d'une toxicité, qui introduisait une sentimentalité chelou, des corps d'adultes qui jouaient des adolescents. Enfin, il y a eu tout ce rapport à ça. Et là, pour le coup, j'ai commencé, mais c'était au moment de mon adolescence, à avoir un peu plus de regard critique, parce qu'effectivement, il y avait les programmes pour enfants, mais il y avait aussi toute une culture sexiste à la télévision, et les enfants étaient devant la télévision, quoi. Et c'est une forme de backlash. Enfin voilà, il faut bien le dire. Comme nous, on vit un backlash maintenant, on commence à connaître les temporalités. Backlash, c'est-à-dire un retour de bâton, un contre-coup réactionnaire et masculiniste face à une progression des droits des femmes et des personnes minorisées. Bah oui, les années 70, c'est un mouvement de démocratisation des idées féministes, et donc à la fois des idées nouvelles plus de nos archives, qui évidemment participent en plein à la société, exactement comme nous on vient de le connaître. Et bah, le backlash, tel que théorisé par Faludi et d'autres, voilà, 12 ans après, c'est parti, et voilà. Donc moi, c'est le deuxième backlash que je vis, en fait. Mais j'ai vécu la première vague de féminisme. Je suis née au moment où le backlash démarrait, au final. Donc vraiment dans un trou culturel par rapport à ça. Aucune transmission d'idées féministes, une communauté queer évidemment décimée par la pandémie d'HIV, des transmissions désactivées, très peu d'images féministes, très peu d'images de révolte. Je suis un enfant de ce mainstream. Et ça prend du temps, du coup, de s'en libérer. Et donc, j'ai un rapport à l'image qui était à la fois d'une grande richesse, parce qu'effectivement, il y avait un rapport quotidien à ça, et en même temps, une grande pauvreté d'image qui me concernait. Pour moi, c'est assez tôt quand même, enfin, pas le fait de se révolter contre les images, mais de comprendre que les images contiennent des choses révoltantes. Donc ça, il y a plusieurs statuts de ça. Ça veut dire, ça peut être voir une image d'actualité et savoir se positionner comme enfant, par exemple. Donc matériellement, dans la vie d'enfant, il y avait des occasions de se rencontrer politiquement. Et comme enfant queer, évidemment, des occasions plus flagrantes. Là, pour le coup, de globalement questionner les structures du monde, les structures dans lesquelles on vit, comme des fictions. Identifier son désir comme enfant de façon précoce, c'est-à-dire par exemple se dire ah tiens, je suis amoureuse de cette petite fille, comprendre que ce désir est censuré immédiatement par les autres, c'est-à-dire pas compris ou annulé, ou comprendre cette transgression, mais continuer à sentir ce désir quand on a la chance d'avoir cette force ou cette inconscience, ou je sais pas. Et ben continuer à s'y connecter, en tout cas, avec toute la plus grande culpabilité ou le sentiment ou même la tentative de le combattre, bah forcément, ça démasque le fait qu'il y a des désirs dont on ne parle pas, donc qui ne sont pas représentés à toutes les échelles moi en l'occurrence, à peu près à toutes les échelles de ma vie à l'époque. C'est-à-dire, la société ne parle pas des lesbiennes, ma famille n'en parle pas, la télévision n'en parle pas, enfin voilà. Et j'ai pas la chance d'avoir une tante lesbienne ou d'avoir quelqu'un de ma famille, voilà. Et ouais, c'est précoce en fait de comprendre qu'en fait il y a beaucoup de choses qui sont imaginaires, et de comprendre qu'il y a beaucoup d'endroits qui manquent d'imagination aussi, du coup, en même temps. Donc mais moi j'ai toujours relié le diagnostic je vis dans des formes de fiction politique comme la possibilité d'autres fictions politiques, c'est-à-dire une possibilité d'action, quoi. C'est certain que, de toute façon, les images queer que j'ai reçues étaient visuelles. Et ensuite, ça a beaucoup été la littérature, parce que justement, la littérature... de toute façon, c'est les féministes qui écrivaient des romans, quoi, je veux dire, à la base. Et ce que j'attendais du cinéma, c'était des images d'amour. Et souvent, on
on s'est contenté d'images d'amour entre des personnages plutôt que des images d'amour pour nous. Voilà. Et donc c'est toute une éducation, toute une soumission et tout un rapport au plaisir et à qu'est-ce qui fait plaisir, qu'est-ce qui fait pas plaisir, qui est bien sinueux. Et donc de comprendre la relation sadomasochiste qu'on entretient comme personne queer avec le cinéma depuis le début, qui est que on reçoit comme on reçoit les ondes de plaisir d'un langage associées à des images qui soit nous concernent pas et qu'on s'approprie, et ça c'est souvent merveilleux, ça c'est souvent indolore, soit des images qui nous concernent et qu'on absorbe avec appétit, parce qu'il y en a peu, et ça, c'est très cruel et très destructeur. Et puis, très rarement, des images qui nous aiment. Et là, c'est réciproque. Et ça, j'ai pas beaucoup connu ça dans ma vie, peut-être pas même. Mais par contre, mon ambition, c'est de faire que les autres le connaissent. Plutôt que de considérer qu'il y a une hégémonie de ça, considérer que ça raconte à quel point, possiblement, c'est facile d'inventer d'autres mondes. D'avoir aussi un peu de légèreté avec ça. Comme l'arnaque est gigantesque et récente, en ce qui concerne mon art, vraiment, le cinéma est un art jeune, c'est un art qui a un siècle. Il a été très très vite embarqué dans des formes impersonnelles de lui-même. Et sa particularité, c'est que c'est la particularité de l'image en mouvement, avec du son, qui correspond pas forcément à l'image. Et comment, en utilisant cette langue, on crée des mondes nouveaux, que ce soit des mondes poétiques ou des mondes politiques. Donc j'y pense aussi comme ça. Voilà, il y a aussi toute cette part-là qui est comment on fabrique les images, pourquoi une image coûte si cher à fabriquer. Et comment on intimide les gens à fabriquer des images en leur donnant spéculativement cette valeur. C'est normal qu'une image coûte cher à fabriquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui fabriquent une image, que ce soit clair. Mais il faudrait aussi qu'il y ait d'autres façons de fabriquer des images sans que ça leur ôte de la valeur. Et surtout sans que les gens se sentent pas légitimes à les produire, sans que ça ôte de la valeur même au geste. Moi je milite pour dire que c'est facile de fabriquer des images. C'est facile, aussi facile qu'écrire un poème. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est pas difficile de militer pour, puisque tout le monde a une caméra avec vraiment un rendement exceptionnel dans la poche. Ouais, on peut plus disqualifier certaines images au nom de leurs pixels ou au nom de leur définition. Et moi, c'est ça que je trouve incroyablement intéressant dans le moment, notamment pour les jeunes gens qui souhaiteraient faire du cinéma, mais même pour les autres. C'est que aujourd'hui, si on filme quelque chose, une fiction avec son téléphone, qu'on la monte avec un logiciel gratuit ou inclus dans sa caméra, on peut la mettre en ligne et personne ne peut vous dire que ce n'est pas du cinéma.